Salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et nous sommes les deux pions. Aujourd'hui, Steve, on parle d'un tout petit jeu qui s'appelle Sea Salt and Paper. Toi, Steve, t'aimes-tu ça faire de l'origami? Ouais, j'ai deux choses que je sais faire en origami. La petite grenouille, puis tu sais, ce qu'on jouait quand on était petit, là, qu'on faisait des... qu'on promenait. Les coins-coins. La personne choisissait un chiffre, Oui, c'est ça. les coins-coins, oui. Ah ben écoute, Je pense que je m'en tiens à ça. les illustrations du jeu Sea Salt and Paper sont basées sur les origamis, puis je gagerais que c'est pas mal mieux que ce que tu faisais. Je gage pas. Donc, on vous présente sommairement les règles du jeu et ensuite on vous donne notre avis sur le jeu Sea Salt and Paper. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Sea Salt and Paper est un jeu édité par Bombix en 2022. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et les parties ont une durée d'environ 30 minutes. Et le jeu a été créé par nul autre que Bruno Catala et Théo Rivière, deux machines de guerre en jeu de société. Oui, qui n'en sont pas d'ailleurs à leur premier jeu ensemble, leur première collaboration. En fait, l'excellent Nagaraja, qu'on a beaucoup aimé, toi et moi, Steve, un excellent jeu à 2 joueurs. Donc, on vous présente comment jouer et par la suite, on vous donne notre avis sur le jeu. Jeff, maintenant, explique-nous comment on joue à Sea Salt and Paper. Tout à fait, Steve. Devant nous, on a un deck de cartes et on a aussi 2 défausses potentielles. À ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu pioches 2 cartes et tu choisis une des 2 cartes que tu conserves et l'autre carte, tu la mets dans une des 2 défausses. Si jamais il y a une défausse qui est vide, qui n'existe pas, eh bien, tu dois la mettre là, mais sinon, tu peux choisir dans quelle défausse tu vas la placer. Si tu veux, au lieu de piocher 2 cartes dans la pioche, tu peux décider de prendre la carte du dessus de l'une des 2 défausses. Donc là, tu sais ce que tu vas avoir exactement. Une fois que tu as choisi si tu piochais 2 cartes et que tu en gardais une, ou si tu prenais l'une des cartes de l'une des 2 défausses, eh bien, tu peux jouer des cartes du haut. Les cartes du haut sont par exemple les poissons, les bateaux, les crabes, les requins avec les nageurs. Tu les joues devant toi, devant tous les autres joueurs, et tu appliques leur effet. Par exemple, si tu joues 2 bateaux, eh bien, tu vas pouvoir rejouer un tour. Donc, piocher encore 2 cartes de la pile de cartes ou prendre une carte du dessus de la défausse. Si tu joues un requin avec un nageur, tu vas pouvoir voler une carte à un autre joueur au hasard. Si tu joues 2 poissons, tu vas pouvoir prendre la première carte du dessus de la pioche. Et si tu joues 2 crabes, tu peux aller dans l'une des 2 défausses, choisir une carte de ton choix en les remettant dans le même ordre. Donc, ces cartes-là, tu peux en jouer autant que tu veux, mais tu n'es pas obligé de les jouer. Il y a d'autres types de cartes aussi que tu ne joueras pas à ton tour, mais que tu vas conserver dans tes mains et qui vont te donner des points à la fin de la manche. Il y a des cartes de collection d'ensemble, comme par exemple, il peut y avoir des coquillages, des pingouins, des poulpes. Des pieuvres. Des pieuvres, exactement, qui vont être une collection. Donc, plus tu vas en avoir, plus tu vas réussir à faire des points à la fin de la manche. Il y a d'autres types de cartes qui vont aussi donner des points pour les autres types de cartes, comme par exemple 2 points pour chaque carte pingouin que tu as ou 1 point par carte bateau que tu as. Et finalement, il y a les fameuses sirènes. Dans le paquet, il y a 4 sirènes qui vont te donner des points pour les cartes de la couleur que tu as le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, il y a plusieurs couleurs. Il y a 10 à 11 couleurs différentes et chaque couleur vient dans un nombre différent, une fréquence différente. Donc, les bleus foncés sont beaucoup plus présentes dans le paquet. Il y en a 9 que les oranges où il y a une seule carte. Donc, les sirènes, elles, vont te donner 1 point pour la couleur que tu as le plus. Si jamais tu as une deuxième sirène, ben, elle va donner 1 point pour la deuxième couleur que tu as en le plus grand nombre. Et si, Steve, tu es très, très chanceux dans une manche et que tu réussis à ramasser 4 sirènes, les 4 sirènes du jeu, eh bien, tu remportes non pas la manche, mais bien la partie. La partie. Parce que la partie est divisée en plusieurs manches. Le bout intéressant de Sea Salt and Paper, c'est la fin de manche, parce que quand tu arrives à 7 points avec tes cartes, que ce soit les cartes devant toi ou les cartes dans tes mains, à ce moment-là, tu as une décision à prendre. Tu as 3 options. Tu peux rien dire et continuer à ramasser des cartes pour faire plus de points. Tu peux arrêter la manche en disant « Stop, j'ai 7 points ou plus » et là, tout le monde compte ses points. Donc, peu importe combien, combien de points les autres ont, on va tout calculer les points. Donc, je peux avoir 7 points, l'autre 3, l'autre 4, l'autre 9. Tout le monde compte ses points.
Mais on peut aussi donner une chance additionnelle à tout le monde, et c'est là que c'est le fun, en disant... Belle petite twist, ça. Oui, je mets mes cartes sur la table, j'ai 9 points. Vous voyez, là, toutes mes cartes que j'avais dans mes mains, puis sur le jeu, là, ça fait un total de 9 points. À cette heure, essayez de me battre. Je vous donne tout un dernier tour, et votre objectif, c'est de me battre, sinon vous allez faire très peu de points. Alors là, les autres joueurs vont jouer chacun une fois additionnelle, et vont essayer de ramasser le plus de points, vont révéler leurs mains à la fin de la manche, et si un joueur réussit à battre le joueur qui a donné une chance à tout le monde, eh bien, ce joueur-là va scorer uniquement les points de sa plus grosse couleur, alors que les autres joueurs vont scorer leurs points au complet. Mais si je réussis, je gagne mon pari, c'est-à-dire que personne ne me dépasse. Donc, quelqu'un pourrait m'égaliser, mais il faut vraiment que quelqu'un me dépasse, mais personne ne me dépasse. Eh bien là, je vais marquer tous mes points, et en plus de ça, je vais marquer une fois de plus ma couleur la plus nombreuse. Donc, si j'ai 3 bleus foncés, je vais scorer 3 points de plus que tout ce que ça me donnait. Et les autres joueurs vont scorer uniquement leur plus grosse couleur. Et c'est ça, Steve, qui est intéressant dans le jeu, c'est que tu as vraiment plusieurs stratégies. Tu peux aller chercher des cartes du haut, tu peux aller chercher des cartes d'ensemble, mais tu peux aussi aller chercher des couleurs qui sont une façon d'être sûr de marquer des points à la fin de la manche, peu importe ce qui arrive. On va jouer comme ça un nombre de manches indéterminé jusqu'à ce un joueur atteigne le total de points nécessaires selon le nombre de joueurs. Par exemple, à 2 joueurs, il va falloir atteindre 40 points au fil des manches. Le premier joueur qui atteint ou qui dépasse ça, ça va être la dernière manche, et là, on va faire le total des points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense, Steve? Qu'est-ce que tu as pensé de cette toute petite boîte-là au niveau visuel, au niveau matériel de jeu? Bon, tu sais, faut aimer l'origami. Visuellement, je peux pas dire que je trouve ça beau. Tu sais, il est coloré, c'est correct, mais c'est de l'origami. Tu sais, il aurait pu, mettons, il aurait mis des personnages en cartoon un peu dans les looks des jeux de Bruno Catala. Je pense qu'il aurait été une coche plus beau. Pour toi, si on parle juste selon visuel. toi. Pour moi, Ouais. selon moi, c'est ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Moi, je peux pas dire que je verrais ça sur une tablette, ça m'attirerait pas. Et tu parce vois, que je le connais. Et tu vois, Steve, moi non plus, je peux pas dire que je trippe sur l'origami. Tout ça, le visuel, je le trouve spécial, mais le visuel est quand même unique. Et je dois t'avouer que la plupart des gens à qui j'ai parlé m'ont dit « Hey, il est vraiment beau ce jeu-là. » Sérieusement, Steve, c'est peut-être pas... Nous, ça nous rejoint peut-être moins, mais la plupart des gens ont vraiment trippé sur le visuel, l'origami. Ils ont trouvé ça super original. Ça, c'est clair que c'est très original, mais ils ont trouvé ça beau, ils ont trouvé ça coloré. Fait que je pense que étonnamment, ça vient chercher beaucoup de monde au niveau visuel. Peut-être un petit peu moins nous, parfait. Mais tu sais, on n'a pas la science infuse non plus. Hein? Exactement, mais ça ne change rien au jeu, par contre. Non. Ça va être le prochain sujet. Oui. Puis au niveau du matériel, ben c'est des cartes. Le matériel est très bien, la boîte est bien. Peut-être une petite chose que j'aurais aimé, Steve, je ne sais pas si tu as eu la même opinion que moi. La boîte est petite, c'est le fun, ça se transporte bien, mais j'aurais aimé qu'elle soit juste un tout petit peu plus grosse des deux côtés pour pouvoir sleever les cartes, mettre des petites pochettes. C'est ce que j'allais rajouter. Parce qu'il y a des gens, vu que c'est un jeu de cartes puis on veut qu'il dure longtemps, il y en a qui aiment sleever. Je sais qu'il y a 2 clans là-dedans. Il y a du monde qui sont anti-sleeve. Il y en a qui sleeve tout. Mais celui-là, je pense que pour ceux qui aiment sleever, ils vont être déçus. Il va falloir qu'ils se débarrassent de la boîte. Ou ça prend des sleeves vraiment super serrés, là, très très fit, là, qui arrivent très juste. Là. Mais je ne l'ai pas essayé encore de le sleever, mais moi aussi, c'est un jeu que j'aimerais sleever parce que c'est sûr que c'est un jeu de cartes. On taponne beaucoup les cartes, tout ça, donc ça pourrait user les cartes rapidement quand même. Mais côté matériel, c'est à peu près la seule chose. C'est le fun, c'est une petite boîte encore, là, ça porte facilement. Puis c'est un filler aussi, ça joue rapidement, donc c'est parfait. En voyage, comme tu dis, c'est excellent. Côté matériel, c'est bien. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. Est-ce que tu as préféré un compte plus qu'un autre? Je pense qu'on l'a essayé pas mal à tous les comptes, là, tu sais. Puis au niveau de l'interaction aussi, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de ça. Égal. Je te dirais que je l'ai aimé autant à 2 joueurs qu'à 4 joueurs, qu'à 3 joueurs. Je l'ai essayé à tous les comptes. Puis, tu sais, tu joues dans tes cartes, puis tu vas chercher, puis tu as tes points, puis il est parfait à 2. Moi, j'ai adoré à 2, je l'ai adoré à 3, puis je l'ai adoré à 4. Oui, je te suis aussi là-dedans. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était le fun à tous les comptes, puis c'est différent. À 2, c'est plus rapide. Tu suis un peu plus que l'autre va faire. Tu sais, à 4, tu peux perdre des fois un petit peu le fil là, parce que tu es inattentif ou il y a plus de choses à retenir. Mais à 2, c'est différent.
Puis à 4, c'est le fun parce qu'il y a plus de monde. Puis c'est pas beaucoup plus long, honnêtement, parce que c'est quand même rapide, les tours là, de jeu, on s'entend. Là. Puis au niveau de l'interaction, Steve, t'as pensé quoi? Au niveau de l'interaction, je trouve qu'il y en a, puis plus qu'il y en a l'air, parce que c'est sûr que tu surveilles ce que les joueurs ont mis sur le jeu. Là, il y a la course aux sirènes, puis on voit ce que l'autre discarte dans quelle pile et pour aller les rechercher. On voit ce que l'autre a discarté, fait que il faut suivre le jeu. C'est super intéressant, ça, Steve, les 2 défausses, là. C'est intéressant, puis tu sais, quand tu décides, tu défausses dans laquelle les 2 défausses, là, c'est important parce que tu vas cacher des cartes, tu vas en rendre disponibles, puis tu veux retenir un peu ce qu'il y a dedans parce qu'il y a les crabes qui te permettent d'aller fouiller un peu là-dedans. Puis quand tu voles des cartes, à qui tu vas? Tu voles à celui qui mène, celui qui a ramassé les meilleures cartes d'après toi. Moi, j'aime beaucoup l'interaction. Puis comme c'est rapide, tout ça, tu es toujours en train d'interagir avec les autres. Tu ne joues pas dans ton coin tout seul à rien faire. Là, ah non, il faut que tu suives. Parce que des fois, quand tu le vois quand quelqu'un n'a pas suivi, parce qu'il va discarter une carte, mais là, tu te dis, voyons, tu vois qu'il ramasse, comment ça tu as discarté ça, tu sais? Fait que la personne, elle n'a pas suivi, puis là, l'autre la ramasse. Puis... Effectivement. Effectivement. Jeff, ton avis final sur Sea Salt and Paper? Bien, ça a été une belle découverte, Sea Salt and Paper, d'un petit jeu qui me disait rien. Et je vais t'avouer, franchement, la première fois que j'ai joué sur BGA, parce qu'il était disponible sur BGA en bêta avant qu'on puisse avoir une copie là, physique, j'ai joué une première partie, puis j'ai fait comme, OK, moi, c'est intéressant, mais bon, ça va. Puis on a rejoué, puis plus j'ai rejoué à ce jeu-là, plus je me suis rendu compte, écoute, attends un petit peu là, il y a plus de couches de stratégie qu'on peut penser. Oui, c'est un jeu qui a quand même une bonne dose de chance, parce que tu vas avoir les bonnes cartes au bon moment, mais il y a quand même des stratégies dans je défausse où, je ramasse quoi. Est-ce que je prends des couleurs cette fois-là pour être safe, pour pas, si jamais quelqu'un me bat, je vais au moins faire mes 3 points parce que j'étais à 3 points de gagner. Toute la game aussi de la fin de la manche, j'ai vraiment adoré ce principe-là. Pour moi, c'est ce qui fait le gros charme du jeu. J'ai 7 points, j'arrête tout de suite, je donne une chance aux autres pour faire plus de points. Il y a une belle prise de risque en fin de manche que j'ai trouvé vraiment sympathique. Puis le fait qu'il joue en plus... Mais je vais renchérir sur quelque chose que tu as dit. Oui, vas-y. Puis j'avais la même, tu sais, parce que j'avais mon idée. Je trouve qu'il y a un piège dans ce jeu-là. Oh. C'est justement ce que tu as dit, c'est que si les gens s'arrêtent à leur première impression, ils vont passer à côté du jeu. Parce que pour plusieurs que j'ai fait jouer, ça a toujours été « Ah, OK ». Ouais. Puis là, ils rejouent une deuxième, puis là, ils comprennent. Puis là, c'est là que tu commences à voir le plein potentiel puis apprécier le jeu de Sea Salt and Paper. Puis c'est un jeu qui est addictif. Plus tu joues, plus tu comprends les petites twists puis les petites subtilités, mais plus tu as le goût d'en refaire puis de réessayer des choses puis de tenter des trucs différents. Oui, c'est sûr que ce que tu vas piger va guider quand même ta partie, mais tu peux prendre des décisions. Entre autres, toute la game des couleurs est importante, puis on la voit pas. La première fois qu'on joue à ça, les couleurs, on s'en fout un peu. Là. On regarde juste les petits symboles. C'est ça. Tu t'en rends compte après, puis là, tu fais comme, attends un peu. Puis je me le suis fait faire, là, tu sais. Tu ramasses une sirène, tu ramasses plein de cartes jaunes, une autre sirène, tu ramasses plein de cartes bleues. Ça paraît pas, là, mais tu peux scorer des points avec ça, là, assez solidement. Puis en même temps, c'est safe, parce que les couleurs, c'est la chose que tu es sûr de scorer, peu importe ce qui arrive. Fait que il y a des éléments comme ça intéressants. Même chose pour les set collections. Souvent, dans les premières parties, tu t'en débarrasses parce que tu veux juste faire tes combos pour faire des... Puis là, tu t'en ramasses, puis là, ça fait des gros points à la fin de partie, à la fin de la manche. Oui, puis t'as aussi, tu peux prendre des grosses chances, comme mettons, je pense au matelot, qui donne 0 et 5 points. 0 points si t'en as 1, 5 points si t'en as 2. 5 points dans ce jeu-là, c'est quand même gros. Puis si tu ramasses la carte qui donne 3 points par matelot, mais tu as un potentiel de faire 11 points avec 3 cartes. Fait que des fois, c'est ça. Fait que tu peux, oui, il y a de la chance parce que tu dis, je vais-tu les avoir, tout ça, mais tu peux faire ta chance puis dire, je vais y aller, ou tu as 2 crabes, puis tu sais qu'il y a un matelot qui est passé dans une des 2 pioches. Fait que là, tu ramasses ton autre crabe, tu ramasses le matelot, tu joues tes crabes, tu vas le chercher, tu sais. Il y a vraiment plusieurs façons de jouer. Il faut que tu suives la game. Oui, exactement. Puis le gars qui n'a pas vu que tu as ramassé un des 2 matelots qui défausse l'autre, là, tu viens de l'avoir, tu sais. Fait que, non, Merci! C'est ça. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça drôle. Le requin avec le nageur qui va voler des cartes dans l'autre main, ça peut aussi ça peut briser la partie de l'autre joueur. Là, tu vas y voler une sirène ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un volet take that un petit peu dedans qui est pas trop gros, juste assez pour que ce soit intéressant, pour mettre un peu d'interaction.
Non, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une belle découverte, moi aussi, cette année. Un jeu qui va rester dans ma collection puis qui va faire partie des fillers très rapides à jouer. Quand tu es habitué, là, tu peux clencher une game en 20-30 minutes là, à 2 joueurs, par exemple. Là, donc, non, un bon potentiel, ce jeu-là. Beaucoup aimé. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est ce qui complète notre vidéo de présentation et notre avis sur le jeu Sea Salt and Paper. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, quel est votre jeu de cartes préféré? Est-ce que c'est Uno, Skip-Bo ou Sea Salt and Paper? Laissez-nous des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Sur ce, on se dit à la prochaine tout le monde. Au revoir. Ciao!